Nous sommes le 2 mai 2026. Et en ce moment, les forces navales américaines continuent d'imposer ce blocus serré autour des ports iraniens et du détroit d'Ormuz. Elles refoulent de façon professionnelle navire après navire après navire afin de maintenir une pression constante sur le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique. Le président Trump vient de rejeter publiquement la plus récente proposition de paix iranienne en 14 points transmise par le Pakistan. C'était hier, il l'a qualifié d'inacceptable et a dit qu'il n'était pas satisfait, tout en envisageant ouvertement de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre pour de bon. Des rapports provenant d'un haut responsable militaire iranien confirment que l'Iran s'attend à ce que la guerre recommence bientôt. C'est la rhétorique qui sort de l'Iran. Ils affirment être entièrement prêts à une reprise des hostilités et promettent de répondre avec force si les États-Unis posent une nouvelle action. Ce même responsable a insisté sur la capacité de l'Iran à défendre ses positions et à livrer une contre-attaque plus forte si le cessez-le-feu s'effondre. Et voici une nouvelle de dernière heure en ce moment de News Nation. Trump dit non à l'accord avec l'Iran et envisage d'autres frappes militaires. Le président Trump a ensuite dit qu'ils n'y sont pas encore en parlant de l'Iran. Il a dit vendredi, en s'exprimant sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, qu'il s'approche, puis qu'un nouveau groupe de personnes arrive. Ils ne savent pas qui sont leurs dirigeants. Ils n'ont aucune idée de qui sont leurs dirigeants, mais ils sont très confus. Et cela a du sens quand on pense aux différentes factions en Iran en ce moment. Il y a le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique. Alors, qu'est-ce que le renseignement américain a découvert exactement? Selon NBC News et des sources au fait du dossier, l'Iran a intensifié ses efforts pour extraire des missiles et d'autres munitions qui avaient été enterrées sous terre ou enfouies sous les décombres des frappes aériennes américaines et israéliennes. Il les déterre. Il récupère tout ce qui a survécu. Et voici l'élément critique que la plupart des gens ont manqué. Les États-Unis croient que le régime veut reconstituer rapidement ses capacités de drones et de missiles afin de pouvoir lancer des attaques à travers le Moyen-Orient si le président Donald Trump décide de reprendre les opérations militaires. Donc, c'est pas passif, ce n'est pas l'Iran qui reste simplement assis sur ce qu'il possède, c'est une campagne active et accélérée de repositionnement d'armes qui se déroule en ce moment même, pendant ce qui est censé être un cessez-le-feu, et l'armée américaine a les yeux dessus. La question, c'est ce qu'elle va faire à ce sujet. Ce sont les durs qui contrôlent l'armée, probablement ceux qui exercent actuellement le plus de force et de pression sur les autres factions. Ensuite, il y a la classe des ayatollahs, où ils savent pas vraiment où ils se situent. Ils savent que Mojtaba Khamenei est supposément le prochain dans la ligne de succession. Il est blessé et n'a pas vraiment la capacité d'apparaître en public, même à ce stade. Et puis il y a la classe politique, comme le ministre des Affaires étrangères et le président, et toutes ces différentes factions se disputent le pouvoir. Ils essaient de trouver une solution où ils pensent pouvoir réellement maintenir le régime au pouvoir, avec le CGRI qui semble être le bras fort à ce stade, en disant à tout le monde quoi faire. Mais il y a aussi des factions à l'intérieur même du CGRI. Donc il est logique qu'il y ait énormément de confusion en ce moment. Et avec le rejet de cette nouvelle proposition, cela fait probablement transpirer un peu tous ces différents groupes alors qu'ils regardent autour de la table et essaient de décider quoi faire. Puis les dirigeants iraniens, peu importe qui c'était, ou essentiellement ceux qui dirigent actuellement la machine de propagande, ont dit qu'ils étaient pleinement préparés à la folie américaine. L'Iran met en garde contre une possible reprise de la guerre. Donc, selon l'agence iranienne Fars News, Mohammad Jafar Assadi, une figure de haut rang du commandement central militaire iranien, encore une fois, on revient à l'armée. Il semble que ce soit probablement l'armée qui s'empare du contrôle du pouvoir en ce moment. Il a dit qu'un nouveau conflit entre l'Iran et les États-Unis est probable. Et c'est un commandant militaire en Iran, le commandant le plus dur que l'on puisse trouver en Iran. Donc, évidemment, pour lui, il n'a qu'un marteau. Alors, tout ressemble à un clou. Et il aimerait probablement retourner au combat et à la guerre, parce que c'est ce qu'il connaît. Et peut-être qu'il voit cela comme une façon de gagner le pouvoir ultime en Iran même. Mais cela montre les luttes entre les différentes factions en Iran. Un haut officier militaire iranien a également déclaré samedi qu'il était probable que la guerre
avec les États-Unis reprennent, après que le président américain Donald Trump a dit qu'il n'était pas satisfait d'une proposition de négociation iranienne. Donc, comme vous pouvez le voir, la rhétorique s'enflamme. Est-ce que cela pourrait mener à de nouvelles hostilités? Ce n'est certainement pas exclu. L'article poursuit en disant que, selon l'agence iranienne Fars News, encore une fois, une agence de presse soutenue par le CGRI, Mohammad Jafar Assadi a déclaré que le commandement central militaire iranien croit qu'un nouveau conflit entre l'Iran et les États-Unis est probable. Il a dit à la publication que les récentes actions et déclarations des responsables américains visaient seulement à se sortir du pétrin qu'ils avaient créé. Eh bien, cela ne ressemble pas à une sortie de conflit pour moi. On dirait plutôt que le blocus est juste là, devant votre porte. Donc, si c'est ce que vous considérez comme quitter le conflit, je pense qu'il faudrait peut-être revoir votre définition de quitter un conflit, mais un regard frais sur la situation montre que le régime iranien, peu importe qui le dirige à ce stade, s'enterre solidement pendant cette pause. Et sur quelles armes se concentre-t-il pendant cette pause? Eh bien, la marine américaine est là-bas en train d'exécuter des blocus de précision contre toutes leurs différentes forces économiques. Leur capacité à alimenter réellement le régime pour construire de nouveaux missiles ou fabriquer de nouvelles armes comme les drones Shahed, pour en ajouter davantage à leur stock, ils n'ont probablement plus la capacité de le faire et leurs installations de production ont été décimées. Alors sur quoi vont-ils se concentrer maintenant? Eh bien, ce sera probablement sur tous les missiles balistiques qu'ils avaient déjà dans leur stock. Et maintenant, ils vont simplement essayer d'obtenir des données de ciblage avancé, probablement de la Chine, comme priorité numéro 1 en ce moment. Et ils cachent même beaucoup de ces armes autant qu'ils le peuvent, dans des bunkers de montagne, dans des zones civiles, sous des hôpitaux. Je veux dire, les choses les plus folles qu'on puisse imaginer venant d'une organisation criminelle organisée, c'est exactement ce sur quoi le CGRI va se concentrer en ce moment. Placer des missiles et des armes dans des universités, des musées, des hôpitaux. C'est pas du tout quelque chose qui est exclu pour le CGRI, c'est comme ça qu'ils pensent, et je sais que il est difficile pour nous en Occident d'imaginer faire quelque chose comme ça. Mais c'est ainsi que pense ce régime mafieux, et c'est essentiellement comme affronter le crime organisé. C'est un peu comme lorsque le gouvernement fédéral affrontait Al Capone et cet énorme appareil de crime organisé. C'était comme si Al Capone avait eu sa propre armée et possédait toutes les différentes forces policières du pays. Ce serait un problème beaucoup plus difficile à affronter qu'une organisation criminelle de niche qui était grande, mais qui n'avait pas une vraie armée, une marine ou une force Al-Quds, ces forces d'opération spéciales que possède le régime iranien. Mais, encore une fois, c'est comme affronter le crime organisé. Sauf que dans ce cas-ci, les unités de crime organisé en Iran ont réellement les forces policières et l'armée sous leur coupe. Mais au cours des dernières 24 heures, ce cessez-le-feu n'a jamais semblé aussi fragile. Je veux dire, il est pratiquement sur le fil du rasoir, avec l'administration du président Trump qui a informé le Congrès que les hostilités actives avaient pris fin selon l'échéancier de la War Powers Resolution, la résolution américaine sur les pouvoirs de guerre, pendant le cessez-le-feu. Cela signale que la phase de combat pourrait reprendre sans être sous le contrôle du War Powers Act. Le blocus de la marine américaine est évidemment pleinement en vigueur maintenant, avec 45 navires refoulés. L'administration américaine regarde l'Iran droit dans les yeux et envoie un message très clair. La marine américaine, l'aviation, l'armée de terre, même avec la 422 division aéroportée dans la région, ne sont pas prêtes à partir à ce stade. Et ils vont négocier en position de force. Et ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu l'accord qu'ils veulent réellement. Et ce blocus affame la capacité pétrolière du régime à vendre son pétrole à des pays comme la Chine, et donc à soutenir le régime lui-même. Donc les États-Unis se concentrent en ce moment sur une pression mesurée, tout en envoyant de plus en plus de forces dans la région pour montrer à l'Iran que la patience stratégique est du côté des États-Unis. Et c'est le type de patience qui rend l'Iran très nerveux. Et quand on voit cette rhétorique sortir de leur côté, avec la sueur
qu'on voit pratiquement dans cette rhétorique, c'est comme un patron de mafia assis dans une église, ruisselant de sueur, sachant qu'il n'est probablement pas du bon côté dans cette négociation. Maintenant, parlons des armes que l'Iran priorise. Et pourquoi cela compte pour la prochaine phase. L'Iran priorise ses systèmes les plus performants. Cela comprend des missiles balistiques à combustible solide comme les séries Sejil, Gader et Emad, pour des lancements rapides depuis des sites mobiles ou renforcés. Cela comprend aussi des missiles de plus courte portée de la famille Fateh et des roquettes de précision pour la saturation de zones. Il y a également des armes balistiques anti-navires et des missiles de croisière pour des opérations près du détroit d'Ormuz. Il y a de grands nombres de drones d'attaque à sens unique de type Shahed, un 3-6 pour des tactiques d'essaim à faible coût. La raison pour laquelle les missiles à combustible solide sont la priorité ici est simple. Ils ne nécessitent pas le même temps de préparation que les systèmes à combustible liquide. Vous ne pouvez pas les repérer sur la rampe de lancement des heures avant qu'ils tirent. Ils peuvent être déplacés sur des camions, cachés dans des tunnels, positionnés près d'infrastructures civiles, puis lancés en quelques minutes. C'est vers cela que l'Iran se dirige en ce moment. Une posture dispersée, survivable et à lancement rapide, spécifiquement conçue pour compliquer une deuxième vague américaine. Et les drones Shahed, ce sont ces armes kamikazes à sens unique, bon marché et produites en masse, que nous avons tous vues voler au-dessus de l'Ukraine. L'Iran a construit ces systèmes et les a fournis à la Russie tout au long de la guerre en Ukraine. Maintenant, il les réaffecte et en cache autant que possible pour leur propre usage. Mais l'Iran profite pleinement de cette pause. Ils sont probablement en train de reconstituer frénétiquement leur stock autant qu'ils le peuvent, ou de les redéployer vers des zones cachées, puisque leur base industrielle a essentiellement été décimée. Maintenant, ils convertissent probablement n'importe quel type d'usine possible en usine de fabrication d'armes de guerre. Et des rapports ont montré qu'ils ont intensifié leurs efforts pour déterrer et récupérer des missiles, des munitions et des lanceurs qui avaient été prépositionnés dans des villes de missiles souterraines ou enterrés sous les débris de frappes américaines et israéliennes précédentes. Ils priorisent leurs systèmes les plus performants, des missiles balistiques à combustible solide comme les séries Sejil, Khorramshahr et Emad pour des lancements rapides depuis des sites mobiles ou renforcés. Des missiles de plus courte portée de la famille Fateh et des roquettes de précision pour la saturation de zones, des armes balistiques anti-navires et des missiles de croisière comme le Khalij Fars, le Fajr, le Nour. Ce sont toutes ces armes anti-navires qui ont été frappées le long du détroit d'Ormuz pendant la première salve de frappe américaine. Le détroit d'Ormuz était rempli de ces armes anti-navires et il est probable que l'Iran va essayer d'en ramener autant que possible dans la zone. Il y a aussi de grands nombres de drones d'attaque à sens unique de type Shahed, un 3-6 pour des tactiques d'essaim à faible coût autour du détroit d'Ormuz. Encore une fois, avec aussi la capacité de lancer des attaques contre leurs partenaires du Golfe. Ce sera aussi un objectif principal du CGRI. Et les rapports montrent que environ 80% de la capacité de missiles de l'Iran a été dégradée, même si certaines évaluations situent les stocks survivants plus près d'environ la moitié, grâce au fait qu'une grande partie de ces missiles étaient enterrés dans des bunkers de montagne. Et nous avons regardé certains de ces bunkers de montagne pendant les diffusions en direct où l'on peut voir à quel point ces sites sont renforcés sous des centaines de pieds de roche. Les déclarations provocatrices de ces hauts responsables iraniens, pour moi, soulignent en quelque sorte à quel point ils prennent au sérieux la fenêtre du cessez-le-feu et à quel point ils sont concentrés, extrêmement focalisés sur la préparation des missiles balistiques si le conflit devait reprendre. Mais le choc économique mondial provoqué par le blocus et les hausses de prix que nous observons dans l'industrie pétrolière sont très réels. Donc cela pousse en quelque sorte vers la nécessité que quelque chose soit fait relativement rapidement pour faire redescendre ces prix. Alors, est-ce que cela signifie une reprise des hostilités ? Eh bien, le fait que l'administration américaine ne soit pas extrêmement satisfaite de l'accord en cours et l'ait rejeté hier est une déclaration assez importante indiquant que quelque chose est sur le point de changer et que ce changement sera relativement important. Mais la façon dont les États-Unis géreraient la situation, si les choses s'enflammaient de nouveau, serait probablement plus stratégique, plus chirurgicale
plus ciblé que de frapper autant de cibles qu'auparavant. Rappelez-vous, les forces américaines disposent d'armes sophistiquées et utilisent une approche en couche pour repérer et neutraliser ces missiles balistiques. Et ce serait l'un des objectifs principaux. Repérer ces missiles, frapper toutes les zones qui pourraient lancer des missiles balistiques avec des armes hypersoniques, comme nous l'avons vu. Le Dark Eagle, d'autres armes hypersoniques volant sur le bombardier Bunn. Elles seraient utilisées pour frapper ces cibles aussi rapidement que possible et empêcher l'Iran de réutiliser toute installation de lancement de missiles balistiques. Ensuite, des systèmes avancés d'alerte précoce combinés aux capteurs des avions de chasse donneraient aux États-Unis une excellente couverture de la région. Puis, il s'agirait d'amener les partenaires du Golfe à abattre tout missile balistique le plus rapidement possible et d'utiliser potentiellement des armes micro-ondes de forte puissance pour faire tomber ces drones Shahed. Mais l'une des grandes vedettes du spectacle, si cela devait repartir, serait le Thunder Raptor parce qu'il possède un radar AESA particulièrement puissant. Je veux dire, cet appareil ne plaisante pas. Cet avion n'a rien à compenser. Cette machine fait des flexions, des biceps et des squats pratiquement en même temps. C'est ce gars au gym qui fait cet exercice étrange que personne n'a jamais vu auparavant, mais il est bizarrement bon là-dedans et il est bâti. Voilà, le Thunder Raptor. Il est efficace pour détecter et suivre les missiles balistiques pendant les phases de propulsion et de mi-parcours, fournissant une alerte précoce et des données précises au reste de la force. Et ensuite, vous combinez cela avec le F-16CJ. C'est un Wild Weasel. Et ils sont précisément concentrés sur le SEAD, c'est-à-dire la suppression des défenses aériennes ennemies, afin de neutraliser tout radar iranien et tout site de missiles solaires qui serait de nouveau opérationnel. Et ils utilisent des missiles anti-radiation à grande vitesse pour que les avions suivants puissent opérer plus en sécurité, alors que l'Iran ne dispose probablement que de missiles portables Manpads pour cibler des appareils, comme ils l'ont probablement utilisé pour viser ce F-15E qu'ils ont réussi à abattre. Et ensuite, il y a le F-35 Lightning II qui entrerait aussi dans le combat. Il localiserait ses lanceurs de missiles mobiles, ses sites renforcés et ses espaces aériens contestés. Puis il pourrait transmettre ces données de ciblage à d'autres plateformes, les partager avec des plateformes comme le F-15 qui est le cheval de trait. C'est cet appareil avec un équipage de 2 personnes, parfaitement adapté au travail de précision en Iran, et il serait probablement encore le cheval de trait si les hostilités reprenaient. Passons maintenant à la section d'analyse stratégique professionnelle classique avec tous les adjectifs auxquels vous pouvez penser, échec en 4D. Évidemment ma section préférée, la position ferme de l'administration américaine en ce moment, avec le rejet de cette proposition de paix et le maintien du blocus, vise à garder les partenaires internationaux alignés au Moyen-Orient, tout en refusant à l'Iran toute occasion de fracturer le soutien ou d'essayer d'arriver à la table avec quelque chose qui n'est tout simplement pas assez bon. En gros, se gratter les fesses avec un gant de boxe, c'est comme ça que l'Iran essaie de négocier. Ils se disent, bien sûr, ça va faire du bien, et ensuite, vous avez le gant et vous ne pouvez pas vraiment ressentir la satisfaction de vous gratter. Vous savez tous de quoi je parle. Vous savez tout ce que je veux dire avec cette métaphore. Mais en gros, à ce stade, l'Iran essaie de faire patienter le monde pendant qu'il reconstitue ses stocks de missiles, pendant qu'il réévalue ses nouvelles tactiques au cas où le conflit reprendrait. Et ils mettent leurs militaires les plus durs au premier plan de ce qui devrait être des négociations diplomatiques. Mais à la place, ce que nous voyons, ce sont des factions du CGRI qui commencent à monter en puissance et qui deviennent peut être un peu trop ambitieuses. Et rappelez-vous, en coulisses, la CIA, le Mossad, toutes ces différentes organisations continuent de s'occuper des affaires derrière la scène en se préparant à ce que pourrait être cette prochaine phase, peut être même en provoquant des fractures internes au sein du régime lui-même. Mais si l'Iran relance cela, il va se concentrer sur des salves de missiles balistiques. Il va chercher à tirer des armes anti-navires. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de stratégies qui se déroulent en coulisses, mais la réponse américaine à ce nouveau déclenchement des hostilités, si cela arrive, serait méthodique et écrasante, en utilisant ses capacités de détection concentrées sur les actifs furtifs comme le 22 et le 35. Mais au bout du compte,
les États-Unis continuent d'aborder la situation avec résolution et force mesurée. Les États-Unis ont une quantité massive de forces dans la région, plus de 50 000. Et à ce stade, si les gants tombent, on dirait que la machine militaire américaine est prête à passer à l'action. Mais l'Iran ne sera pas un adversaire insignifiant. Ils vont envoyer beaucoup de missiles balistiques, beaucoup de drones Shahed, et ils vont essayer de provoquer autant de chaos que possible dans la région. Et en ce moment, nous les voyons faire patienter le monde et les États-Unis avec ces accords à moitié mesurés dans leurs négociations. Oh, nous aurons un accord demain. Oh, nous aurons un accord dans quelques jours. Attendez simplement cet accord. Nous allons certainement vous obtenir un bon accord. Pendant ce temps, ils construisent un stock de missiles balistiques encore plus grand. Ils tuent encore ce qu'on dit être des milliers de leurs propres citoyens. Ils tuent possiblement toute personne qu'ils considèrent comme dissidente contre le régime, parce que le régime devient tellement nerveux face à ce qui pourrait arriver avec ces fractures internes qui se produisent de l'intérieur. Donc potentiellement, les choses sont sur le point de devenir explosives. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.